Salut les gens, c'est Endeavor. Je vous retrouve pour une 5e vidéo consacrée aux particularités des 5 héros de la boîte de base que vous voyez étalés ici devant moi. Le soldat, l'acolyte, le brigand, l'apprenti et l'archer. Pour être très franc, sur le premier Kickstarter, ce sont vraiment, même s'il y avait 3 classes supplémentaires, les 5 héros de base sont beaucoup plus intéressants et beaucoup plus travaillés. Les 3 héros supplémentaires, pour être très franc, ont pour moi tous au moins un défaut qui fait que qui sont franchement soit pas terribles en soi, soit avec un petit bout de mécanique qui les rend un petit peu moins sympa à jouer. Je suis personnellement, alors c'est assez, c'est très subjectif, pas très fan de ces 5 héros là. Contrairement aux 2 héros bonus des 2 extensions de Journeyman qui franchement ont l'air vraiment très sympa. Le Hunter qui était un héros bonus lié à la campagne de Mercs Recon, qui est un autre jeu de Megacon Games, mais dans lequel ils avaient fait un héros pour il est pas si mal, mais je le trouve un petit peu moins intéressant. C'est pour ça que dans cette vidéo, de toute manière, je vais faire que me concentrer sur ces personnages-là. Donc qu'est-ce que vous avez comme matériel pour chaque héros? Donc déjà les 25 cartes novices, de base plutôt. Vos 5 cartes novices, c'est-à-dire les cartes à flamme verte tout en haut. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais la flamme blanche ici tout en haut et la flamme verte est bien tout en haut. Votre aide de jeu, votre plaque de soldats dont je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois avec vos caractéristiques de base. Hop. Ainsi que parfois certains pions que vous utilisez quand vous déclenchez certaines capacités. Par exemple, l'apprenti a un bonus qui s'appelle l'avantage du héros. Quand un personnage a ce pion là, il a plus un des 10 de, il a des dés de bonus. Vous le représentez par ce pion là puisque vous pouvez le transférer d'un héros à l'autre au début de votre tour. Les plaques de soda ont des caractéristiques différentes. En haut à gauche, vous voyez l'icône qui est également présente en haut à gauche de votre carte. Et j'allais oublier, vous avez bien entendu, vos cartes équipement marron qui possèdent votre symbole en haut à droite. Les 2 épées du tisonnier signifie que c'était un des équipements de départ des héros. Quoi qu'il arrive, même si vous perdez vos équipements marrons, pour une raison ou pour une autre, vous pouvez toujours les récupérer en début de scénario. Vous avez vos dés de départ pour les 5 héros de la boîte de base. Tous les réserves de dés, donc Dice Pool, c'est plus un D10, plus un FD. Alors FD, c'est Fate Dice, c'est comme des dés de destin. Sauf que les pions n'ont pas été imprimés en français, donc c'est pour ça que ça reste. Vous avez votre symbole, vous avez votre mouvement, vous avez votre vitalité de départ qui dépend de votre héros, et votre valeur de courage qui est fixe sur les 5 héros de la boîte de base. Vous avez également un petit rond. Sur ce petit rond à gauche, sert à en récompense de certaines des modules, vous pouvez gagner un titre, ce qu'on appelle un titre, c'est-à-dire, ou appelé également un titre d'histoire, c'est un bonus. Vous devez choisir au début d'une session quel bonus vous allez appliquer à votre personnage. Ça peut être par exemple des bonus pour tuer les gros monstres, ça peut être un bonus éventuellement même de mouvement, ou voilà. Vous allez pouvoir avoir des choix. Le fait d'avoir un titre a un autre bonus. Je réexpliquerai les titres mieux dans la 6e vidéo qui parle de toutes les petites règles qui n'ont pas été mentionnées jusqu'alors. Et sur certains pions de héros, sur un autre pion de héros, vous avez sur celui-ci, vous avez foi, face et 1. Ça veut dire que sa valeur de foi, ça lui sert pour lancer ses sorts, je vous expliquerai. C'est miracle plutôt. Pour lancer ses sorts, ça lui sert. Ça veut dire qu'il a 1 en valeur de base. Le soldat a une mécanique un petit peu proche de rage. Et là, on voit qu'il ne commence pas avec 1 point de rage gratuitement, comme l'acolyte.
Ce que vous voyez là, c'est quelque chose qui me sert pour noter un petit peu tout ce qu'on a à gagner pour le groupe, histoire de ne pas perdre. C'est juste une Google Sheet partagée. Et voilà, bon, ça c'est un petit détail, c'est quelque chose que j'utilise également sur mes vidéos de Kingdom Death Monster, si vous les avez pas vues. Ok, alors la mécanique particulière du soldat. Il utilise de la rage. Certaines de ces cartes vont vous dire, vont augmenter, vont augmenter, j'ai dû piocher une carte, j'ai dû mettre une carte ailleurs. Hop. Certaines cartes héros vont vous dire, voilà, bah, par exemple, Faucher les eaux est un bon exemple. Vous attaquez les trois cibles adjacentes, les 1, 2, 3 sur la liste, et par carte rage jouée, rage en majuscule parce que c'est un mot-clé, vous pouvez cibler une autre cible jusqu'à 5. Vous pouvez affecter jusqu'à 2 cibles supplémentaires. Alors les cartes rage, elles peuvent venir de 2 sources principales. Déjà, vous pouvez tout à fait avoir rage sur votre carte. Par exemple, cette carte-là a le mot-clé rage. Donc si vous avez joué, avant de jouer la carte qui peut bénéficier de ce bonus, vous avez joué une de ces cartes rage, bah, ça vous compte comme un point de rage. Donc si vous jouez cette carte-là juste avant cette carte-là, et ben quand vous jouez cette carte-là, bah, vous avez un point de rage en plus. Deuxièmement, à n'importe quel moment du jeu, vous pouvez prendre une carte face cachée de votre pioche et la poser face cachée dans l'un de vos 4 emplacements d'action. C'est instantané, ça se fait n'importe quand, pendant le tour de l'adversaire, pendant votre tour, n'importe quand, vous pouvez le faire. Ça, une carte jouée comme ça, est une carte rage. Donc ça, vous pouvez contrôler votre niveau de rage en faisant ça. Ça a 2 désavantages. Premier désavantage, et ben ça va vous prendre un de vos emplacements d'action. Donc vous allez pouvoir jouer moins de cartes. Ça améliore vos autres cartes, hein, mais bon, voilà. Deuxième désavantage, c'est qu'elle est piochée face cachée et elle sera défaussée face cachée. C'est un peu la rage est aveugle. Vous allez... Une partie du skill, entre guillemets, du jeu, c'est de savoir ce qui est passé, ce qui n'est pas passé dans votre deck. Et ben jouer des cartes comme ça, bah, ça va augmenter la confusion. Pas la confusion, mais voilà, vous serez un petit peu moins... ce sera un petit peu moins... prévisible pour vous. Vous avez votre carte aide de jeu. Sur cette carte aide de jeu, on explique la rage, que vous pouvez jouer des cartes et que les cartes rage. Donc ça explique ce que je suis en train de vous expliquer. Ça explique également que certaines cartes ont le mot-clé bouclier et que dans ce cas-là, il faut utiliser les dés de votre bouclier et que s'il y a marqué bouclier et mêlée, il faut choisir un de ces équipements-là. C'est très important, n'utilisez jamais 2 équipements, à moins qu'une carte vous indique strictement qu'il faille le faire. Les dés, mais je crois que ça n'existe pas, les dés de vos équipements multiples, enfin de vos armes multiples plutôt, puisque certains équipements secondaires comme des accessoires peuvent vous donner des bonus d'attaque. Et ça c'est valable pour toutes vos attaques. Ensuite, le soldat est assez simple. Je vais principalement vous expliquer une mécanique d'attaque qui est... Alors, attendez... Hop... Je vais vous la sortir. Droit devant, on en a déjà parlé. Droit devant. Hop, je vais la mettre ici pour vous expliquer. Ok, droit devant. C'est une attaque bouclier, donc il va falloir utiliser votre bouclier. Charge 3. Déplacez-vous et attaquez toutes les cibles traversées sur une ligne orthogonale de 3 cases. Vous pouvez ajouter une charge supplémentaire pour chaque carte rage jouée. Pas de mouvement possible après cette carte lors de ce TH. Donc, vous ne pourrez pas vous déplacer juste après. Vous ne pourrez pas jouer de carte mouvement. Si vous jouez une carte qui va vous faire du mouvement gratuit, bah là vous pourrez le faire bien entendu. Donc ça veut dire quoi? Vous prenez votre soldat,
qui doit être quelque part par là. Et vous allez commencer votre déplacement. Il va falloir faire au moins 2 cases de déplacement parce que vous voyez que les 2 premières cases sont grisées. Donc je fais au moins 2 cases de déplacement. Donc hop, ça peut tout à fait être ça, hein, c'est pas forcément une ligne droite, on s'en fiche. Et après, vous allez faire une charge 3. Alors charge, c'est un mot-clé qui est défini dans le manuel. Ça veut dire que vous allez attaquer, vous déplacer et attaquer les cibles que vous allez traverser. Donc c'est une ligne droite orthogonale, donc bon, pas diagonale quoi. Enfin pas diagonale comme ça, donc orthogonale, de 3 cases. Et pour chaque carte rage jouée, je peux ajouter une rage supplémentaire. Donc je vais être ici, si j'ai 3 de mouvement, je vais me déplacer en attaquant lui, en allant sur cette case-là, avec une rage supplémentaire, j'arrive jusque-là, une rage supplémentaire, j'arrive jusque-là, etc. Il y a quelques règles, c'est pour ça que je voulais vous l'appeler. Avant, la première chose à faire, c'est de déterminer votre chemin. Donc vous comptez combien de cases et vous dites, bah, je vais m'arrêter là. Ok. Ensuite, vous ne vous déplacez pas tout de suite. Vous prenez vos dés et vous faites votre attaque. C'est une attaque qui fonctionne exactement comme... Enfin, exactement, non. De manière très proche des attaques de zone. Pour pouvoir traverser un monstre, il faut pouvoir le tuer. Ça, c'est très important. Ce qui veut dire que, voilà, là, je vais faire 6 et 7. Je vais regarder le seuil de réussite de ce monstre-là. Si jamais j'ai au moins 1, 4 ou plus, je tue tous les monstres de ce type-là que je traverse. Donc là, mon 6 et mon 7, c'est suffisant. Je peux tuer tout à fait ces 3 monstres-là. Comme j'ai tué 3 sbires, je génère un trésor comme pour les attaques de zone. Maintenant, si jamais j'ai des monstres de type différent, c'est-à-dire avec plutôt une carte différente. Par exemple, si ceci c'était un orc, on va dire que ça c'est un orc. Pour pouvoir tuer les deux monstres, enfin les deux errants et le monstre qui est là, il va me falloir 2 succès au minimum, assez de succès, donc un succès pour tuer cet errant là et assez de succès pour tuer lui. Ça dépend s'il a besoin d'un succès ou de 2 succès pour être tué. Et il faut également qu'il ait un seul point de vie. Si jamais c'est une créature qui a plus d'un point de vie, il lui reste plus d'un point de vie, enfin si jamais par exemple, pardon, je vais commencer par autre chose, si jamais je n'ai fait qu'un seul succès, il faut que je choisisse quel type de monstre je vais taper. Là, c'est évident, il faut que je choisisse lui, je vais le tuer lui, et lui je n'aurai pas le succès pour le tuer, je ne peux pas le traverser, mon mouvement s'arrête instantanément. Lui, j'avais le succès pour le tuer, mais je n'ai pas le droit de le traverser. Donc il faut absolument pouvoir tuer votre cible, pouvoir la traverser. Si c'était si lui il fallait par exemple un 7 pour le toucher et que je faisais 6 et 7, si c'est son dernier point de vie, eh ben je le traverse et je finis mon mouvement et j'ai tué les 3. Si c'est pas son dernier point de vie, je tue lui. Je commence à essayer de le traverser lui, je lui fais 1 de dégâts, parce que cette carte là fait 1 de dégâts, pardon. Et bah hop, mon mouvement s'arrête, je m'interromps là. De la même manière, pour les monstres qui font 4 cases, pour pouvoir le traverser complètement, il faut que ce soit son dernier point de vie et que je le tue. C'est la même chose que pour les sorts de zone, c'est pas parce que je traverse virtuellement 2 de ces cases que je lui fais 2 fois les dégâts. De toute manière, comme mon mouvement s'arrête à la première et que je suis repoussé, je m'arrête là. C'est une des grandes forces, cette carte là, c'est une des grandes forces du brigand. Du soldat. Je dis le brigand parce que le brigand a une carte similaire, un petit peu plus versatile, voilà, mais un petit peu plus dure à alimenter et qui va moins loin. Je vais regarder les autres cartes, s'il y a des cartes un petit peu à vous présenter. Alors, la lame cachée. Donc, il y a parfois des effets secondaires qui sont écrits. Attaquer une cible à portée. Si la cible est un ennemi protégé, cette attaque gagne -2 SR. Donc ça, -2 SR, je vous rappelle que c'est un bonus, puisque au lieu de devoir faire 7+ pour le toucher, il faudra faire 5+. Protéger est un mot-clé qui est écrit sur les cartes. Vous voyez, il a beaucoup de cartes noires, il a beaucoup de cartes interruption qui font plein de choses, le brigand. Ça, je vous l'ai expliqué. Ta mère la crasseuse, c'est une carte provocation, ça force les ennemis
qui sont relativement proches de vous, c'est-à-dire à une portée égale à votre score de menace, c'est votre unique priorité, donc ils n'attaqueront personne. C'est la seule exception à la règle que je vous expliquais à la dernière vidéo, disant que s'ils ne pouvaient pas attaquer, ils changeaient de cible. Cette carte-là est une carte de provocation, faite exprès pour ça. C'est une carte qui fait 3 de dégâts, c'est tout bête. Le mot-clé brutal, comme le mot-clé critique que vous voyez sur cette carte, ne sert à rien en lui-même. En revanche, ils peuvent être référencés par d'autres. Par exemple, certains monstres peuvent dire, bah, si vous leur faites une attaque brutale, bah, finalement, ils prennent que 1 de dégâts. Ou alors, ils ne peuvent être touchés que par les attaques brutales ou critiques. Bon, voilà. Du mouvement, ça, c'est votre carte qui vous ajoute des dés. C'est une carte excellente parce que non seulement vous pouvez aller chercher une carte là où vous voulez, enfin, la carte que vous voulez dans votre paquet de cartes, mais en plus, vous avez des bonus pour désamorcer les pièges, enfin, pour vos actions hors combat. Bon, je ne vais pas tout expliquer. Là, vous pouvez mettre un ennemi à terre. C'est une carte qui, vous voyez, ne fait pas de dégâts. Bon, ça donne des bonus. Un cri de guerre. -1 SR lors des actions d'attaque. Ce sont les fameuses cartes qui ne boostent que les actions. Bon, quelques attaques. Une carte fureur. Désengagement. Donc, avant de résoudre une attaque de mêlée vous ciblant, gagnez 2 PM à utiliser immédiatement. Et ignorez cette attaque. Ce n'est pas considéré comme un mouvement. Alors, je le rajoute sur toutes les cartes qui n'ont pas le mot-clé de mouvement et qui vous permettent de vous déplacer. C'est un héritage de la première édition. Ça n'est pas rajouté dans la VO. J'ai trouvé ça plus facile, vu que j'avais la place de le rajouter. C'est plus simple. Hop. Ça donne des bonus. Bon, bref. Ça, ce sont ces cartes de base. Ces cartes avancées, est-ce qu'il y a des techniques? Je vais pas toutes les expliquer, hein, comme je vous l'ai dit. Hop. Donc ça... faut attaquer une cible qui a été touchée par une carte impact. Les cartes impact, c'est généralement les cartes qui ont des boucliers. Par exemple, droit devant est une carte impact. Bon, ça c'est une contre-attaque, ça vous permet d'attaquer, mais ça il suffit de lire les cartes. Il n'y a pas de mécanique particulière liée à ça. Ensuite, je vais expliquer la mécanique particulière du... Hop, search. Donc, certaines cartes, beaucoup de cartes de l'acolyte utilisent la valeur de foi. La valeur de foi actuelle, quand vous jouez une carte du novice, est égale à 1, puisqu'il y en a 1 sur sa plaque, plus le nombre de mots-clés foi qu'il y a sur ces cartes. Donc, si je joue cette carte-là qui a le mot-clé foi et le mot-clé soin, le mot-clé soin ne sert à rien d'ailleurs, enfin n'est pas actif, c'est un truc passif. On peut avoir un bonus sur toutes les cartes soins par exemple. Le mot-clé foi, donc si je joue cette carte-là, j'ai 2 en foi. Et cette carte me dit tout simplement, affecte un nombre de héros supplémentaires égal à votre foi. Donc, si je joue cette carte-là, 1 plus votre score de foi, donc minimum 2, puisque vous avez joué cette carte va soigner, restaurer 3 vitalités à un héros à portée. À autant de héros, à 3 héros, plus des bonus. Ces cartes-là, certaines des cartes, comme les soins, génèrent directement de la menace sans faire des dégâts. Cette carte-là, dès que vous la jouez, quel que soit si vous soignez quelqu'un ou pas, voilà. C'est une portée tuile. Attention, les tuiles combinées sont considérées comme s'il y a 2 tuiles l'une à côté de l'autre, et c'est ce qu'on appelle une tuile combinée. Comptent réellement comme une tuile. C'est pas parce qu'elles sont séparées physiquement. Voilà. Comme la première tuile que j'ai mis au tout début du premier acte de Rise of the Revenants est une tuile combinée. Voilà. Donc là encore une carte qui gagne des D10 en fonction du nombre de fois que vous avez. La carte Dernier Sacrement, je vous en ai déjà parlé. Attention, vous ajoutez les cartes à l'infini. Les cases, voilà. Cette carte n'est pas limitée aux 4 cartes que vous voyez ici. Cette carte n'est pas limitée aux cases que vous voyez ici. Donc vous voyez, vous faites 1, 2, 3, 4 et la case numéro 5 est rajoutée au-dessus de la case 1. Si vous avez 5 en foi, par exemple, ce qui est tout à fait possible. Et vous pouvez faire une croix de taille très grande.
Hop, ça c'était important. Hop, un bonus au test de courage, aux actions d'attaque. Un autre dernier sacrement. Hop, maintenant une carte qui est très importante, la carte prière. La carte prière, c'est une carte empilement. Ça veut dire juste que vous allez pouvoir jouer des cartes au-dessus de cette carte-là. C'est très simple, vous jouez cette carte là, vous mélangez votre défausse, vous piochez 3 cartes au hasard, vous n'avez pas le droit de regarder avant, bien entendu, puisque je vous rappelle la règle, on n'a pas le droit de regarder sa défausse. Vous regardez quelles sont les cartes qui ont les mots-clés foi. Pour chaque carte, les cartes qui n'ont pas le mot-clé foi sont remises dans votre défausse, les autres sont placées face cachée sur cette carte là, et toutes les cartes qui sont cachées face cachée sur votre prière comptent comme une foi. Donc là, vous recyclez les cartes foi que vous avez déjà jouées ou vous avez déjà défaussées, pour alimenter vos cartes. Hop, donc d'autres cartes prières. Cette carte-là permet de soigner toutes les conditions à un certain nombre de héros qui dépendent de votre mouvement. Par exemple, là, 2 héros si vous ne bougez pas, un seul héros si vous bougez d'au moins une case, puisque la deuxième, la troisième et la quatrième case. Ça donne plein de bonus. Je vous cite pas tout, des bonus de SR suivant votre score de foi. Hop, et alors, les cartes qui font des dégâts dans le temps. Voilà, cette carte-là, c'est un feu dévorant. Elle inflige un dégât lors de l'impact, puis dure un certain... C'est DDT, dégâts dans le temps, c'est DOT en anglais. Ça permet de... Voilà, on voit bien que dégâts dans le temps, j'aurais du mal à les caser sur certaines cartes. Qui inflige un dégât lors d'un nombre de phases de bilan égal à votre foi. À la phase de bilan, je vous rappelle, lors de l'étape 2 ou 3, vous avez une résolution des conditions. Un dégât dans le temps est une condition. Comme un poison. Voilà. Donc, pour pouvoir infliger ce dégât dans le temps, il faut que le dégât ait eu lieu. Si la cible, par exemple immunisée au feu, elle ne prendra pas de dégâts dans le temps. Ou si jamais elle annule le premier dégât que vous faites dans le tour, eh ben le dégât dans le temps n'aura pas lieu. Voilà. Hop. Oui, ça va vite. Donc son carte d'aide de jeu explique ce que c'est que la foi, combien il faut en compter. L'acolyte a 2 cartes. Les cartes qui ont le mot-clé relique, attaque, relique, sacrée. Les reliques sont son item secondaire, comme par exemple son livre de prière usé. Et excusez-moi. Et les cartes attaque comme celle-ci, mêlée, qui utilise son autre arme, qui est sa planche de bois. À cet endroit-là. À terme, il aura un gros marteau. Enfin, vaut mieux pour lui. Il aura un marteau. Je ne trouve pas sa figurine, on s'en fiche. Ensuite, donc ça explique qu'il faut choisir. Voilà. Certains équipements ont le mot-clé foi. Ça compte comme un foi. Une relique indiquant plus un foi, ça rajoute un foi. Un point de foi, quoi. Alors, voilà. C'est un variable, hein, bien entendu. Enfin, bon, bref, on s'en fiche. C'est une question de correction. Ensuite, donc, est-ce qu'il y a des cartes, des mécaniques spéciales? Non, on compte toujours les fois. Celle-ci est c'est une de vos meilleures attaques parole angélique, la version blanche ou la version verte. Quand vous mettez la version verte, vous n'êtes pas obligé de virer la version blanche. Hein. Vous aurez 2 fois ce truc-là. C'est une de vos rares attaques. Vous n'êtes pas spécialisé dans les gros dégâts qui vous permettent de faire 3 dégâts et qui est assez facile de toucher. En revanche, il ne faut pas bouger pour ça. Voilà. Là, vous pouvez faire une case de mouvement avec celui-là. Avec l'autre, vous pouvez pas. Elle a un petit peu plus de portée que l'autre. Elle est vraiment pas mal. Donc c'est un autre soin supplémentaire. Vous avez certains soins qui sont à jouer, comme le apaisement des blessures, qui sont à jouer uniquement en réaction, enfin en interruption, pardon, excusez-moi. Ok, ça c'est fini. Il n'y a rien d'autre à expliquer. Ensuite, le brigand. Alors, le brigand a des cartes persistants. Les cartes persistants peuvent être gardées d'un tour sur l'autre. Ces cartes persistantes sont les ombres. Quand vous les jouez, ces cartes-là, j'ai un peu plus de mécanique à vous expliquer pour ce personnage-là. Quand vous les jouez, vous planquez, en gros.
Il n'y a pas de condition, même si vous êtes juste devant, c'est magique, on s'en fiche. Vous êtes planqué dans les ombres, il n'y a pas de condition. Voilà. Quand vous êtes dans les ombres, la première chose, c'est que les ennemis ne vous voient pas de base. S'ils ne sont pas adjacents à vous au début du tour, ils disparaissent de votre liste de priorité, carrément. Si jamais vous avez un ou plusieurs ennemis adjacents à vous au début du tour, avant de commencer, chacun de ces ennemis lance un des 10. Vous voyez, il a une valeur dans le mot-clé ombre, ombre 5. Si l'un d'entre eux fait 5 ou plus, il vous désigne, il vous dit il est là, enfin il gueule et genre il est là, et vous sortez des ombres immédiatement. Donc vous perdez votre pion, vous réapparaissez sur la liste de tout le monde, et là vous jouez votre tour normalement. Donc être adjacent à un monstre, c'est prendre un risque au début du tour des ténèbres. Quand vous perdez, quelle que soit la manière dont vous perdez ceci, quand vous perdez les ombres, alors il y a un petit pion normalement qui vous sert à montrer que vous êtes dans les ombres. Il y a également une figurine transparente qui est très chère et qui sert pas à grand chose mais qui est rigolote, hein, bien entendu. Quand vous perdez le statut d'ombre, la carte ne disparaît pas, mais pour montrer que vous n'êtes plus dans les ombres, vous les retournez. Les persistants qui sont supprimés, quelle que soit la manière dont ils sont supprimés pendant un tour, ne sont que retournés. Ça ne vous libère pas la carte. Sauf si c'est bien précisé le contraire, mais je crois que ça n'existe pas. Enfin, c'est pas dans le jeu de base en tout cas. Ça sera pareil, je le redirai dans l'acolyte qui a plein de persistants. Comment est-ce que vous pouvez sortir des ombres? Si jamais, après être rentré dans les ombres, vous faites plus d'une case de mouvement, plus d'un mouvement prudent. Tant que vous êtes dans les ombres, vous ne pouvez faire que pas de mouvement prudent. Donc vous déplacez que d'une case. C'est très limitatif. Si vous avez une carte qui n'est pas un mot-clé mouvement, qui vous fait vous déplacer, comme par exemple une acrobatie, je crois, n'a pas le mot-clé mouvement, je suis plus sûr, on va regarder, vous sortez des ombres immédiatement. En plus d'être discret, à quoi sert d'être dans les ombres? Déjà, certaines cartes, vos cartes les plus puissantes de dégâts par exemple, frappe de l'ombre, requiert ombre. Pour pouvoir la placer, il faut absolument être dans les ombres. Autre avantage, toutes ces cartes ombre, toutes les cartes qui ont le mot-clé synergie, hop, synergie, par exemple celle-ci a le mot-clé synergie, celle-ci requiert les ombres, elle a le mot-clé synergie, hop, bref, celle-ci a le mot-clé synergie. Pardon, une autre manière de sortir des ombres, si vous réussissez une attaque, immédiatement, bah c'est normal, hein, vous avez mis un grand coup, vous sortez des ombres. Ok, le mot-clé synergie permet de faire de contrevenir à une règle. Je vous ai dit que quand on posait une carte, on résout la carte intégralement, on ajoute les points d'action et les ennemis peuvent éventuellement, si on arrive à 6, nous interrompre. Quand vous commencez une synergie, c'est combo en anglais, vous allez jouer à la suite toutes vos cartes, vous allez toutes les résoudre et à la fin, vous allez ajouter tous les points d'action des X cartes que vous allez jouer. Ça peut être de 1 à 4 cartes. Voilà. Bon, une combo de une carte ne sert à rien, bien entendu. Deuxième effet. Vous voyez que ma carte synergie a un bonus synergie plus 2 DD. Ça veut dire que si, alors que je suis dans les ombres, je joue une synergie, j'ai en plus de l'effet de synergie dont je viens vous parler, de résoudre tout à la fin, je rajoute plus de DD à toutes mes cartes d'attaque qui ont le mot-clé synergie. Donc, synergie n'a pas besoin d'être dans les ombres, mais ça donne des bonus quand on le fait. Dernier bonus qui est très très important, c'est que en fait, vous ne sortez des ombres qu'à la fin d'une synergie. En fait, c'est considéré comme concrètement plus ou moins une seule carte, une seule attaque, etc. Même si on jette les dés un par un, on fait toutes les attaques séparées. Vous ne sortez pas. Donc vous pouvez tout à fait. Vous avez par exemple ici
Étreinte de l'ombre, c'est pas une carte mouvement. Choisissez une case vide située jusqu'à 3 cases de portée. C'est comme une espèce d'acrobatie ou de téléportation magique. Tu places ton héros sur cette case, donc tu n'as pas besoin de faire un chemin. Vous pouvez passer directement à travers des ennemis. Tu attaques une cible à portée, ce n'est pas considéré comme un mouvement. Tu as fait ça, tu fais tes 2 dégâts. Derrière, depuis les ombres par exemple, derrière tu peux tout à fait jouer frappe de l'ombre et bam, refaire 3 de dégâts sur cette cible, sur une autre cible, etc. Puisque je ne suis pas sorti des ombres en attendant. Ok, ça fait partie du cœur du jeu, voilà, du brigand. C'est vraiment le cœur de sa technique. Il va prendre un petit peu moins de coups que les autres, mais le problème c'est que donc non seulement c'est une carte, donc il n'y en a pas beaucoup des cartes comme ça, il en a 3 dans son deck de mémoire, donc elles sont assez précieuses. Il faut pas faut pas trop les gâcher, il faut bien savoir à quel moment les faire. Le brigand est un ennemi très puissant, est un monstre, est un héros très puissant. Bon, ils sont tous, ils tapent tous, hein, ils tabassent tous. Hein, je préviens. C'est pas parce que vous êtes le healer que vous faites pas de dégâts, mais il y a des héros qui sont plutôt spécialisés dans le mono-cible, on va dire, des gros dégâts sur une cible, comme lui par exemple. Il fait aussi un petit peu de zone, je vais vous le montrer. Donc il a également une carte qui s'appelle la charge suicidaire. C'est une carte charge. Elle a charge 2, contrairement à comment s'appelle la carte qui avait charge 3. Elle est un petit peu moins bien que la carte oh là là, excusez-moi, du soldat. Charge 2, donc vous choisissez, vous faites un chemin qui fait que 2 cases, contrairement aux 3 cases du soldat. En revanche, si vous jouez des cartes course, alors les cartes course sont ici. Attention, les cartes course valent un point de vie, un point d'action. Vous ajoutez 2 points à votre charge. Donc si vous jouez, vous avez 2 cartes charge dans votre deck. Si vous jouez vos 2 cartes charge plus votre charge suicidaire, vous pouvez faire un chemin de 6 cases. Attention, hein, même règle que pour le soldat. On ne traverse pas les ennemis qu'on ne tue pas. Et si on ne tue pas un ennemi, que ce soit parce qu'on n'a pas le dé pour le faire, bah, ça arrête notre mouvement là où on l'a fait. Donc il faut d'abord dire, bah, je vais essayer de faire ça, 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 ça et ça comme case. On lance les dés et on regarde à qui on attribue les succès qu'on vient de faire. Ce n'est pas considéré comme un mouvement, cette case-là, cette carte-là. Ce qui veut dire que c'est un espèce de mouvement plus ou moins magique, c'est-à-dire qu'on n'est pas en mouvement agressif, même si concrètement vous vous déplacez. Attention, cette carte-là ne génère pas, ne vous donne pas de points de mouvement. Donc il faut faire un chemin avec des cases, c'est bien précisé. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas ramasser par exemple un trésor ou faire une action hors combat sur le chemin. C'est pas possible. Alors, au niveau des trésors générés, j'ai oublié d'expliquer une petite règle. C'est pas... Au bout de 3 monstres, ça crée un trésor. Au bout de 3 sbires, pardon, ça crée un trésor. C'est tous les multiples de 3. Si vous tuez 6 sbires, par exemple, avec cette carte, vous générez un trésor sur la 3e case, là où vous avez tué votre 3e, et un trésor sur la 6e case, là où vous avez tué votre 6e. Si vous en tuez 9, 12, 58, enfin bon, bref, par multiple de 3. Ok, est-ce que vous avez... Hop, est-ce que vous avez des cartes ? Alors, ce qu'on appelle le test de détection, ici, vous pouvez annuler un succès lors d'un test de détection tenté contre vous. Donc, le test de détection, c'est le test que les ennemis font au début du tour. Donc, s'ils sont 3 autour de vous, vous lancez 3 fois le dé. Si vous obtenez un seul succès, si les monstres obtiennent un seul succès, vous pouvez jouer ça. Ça annule, en interruption, ça annule le succès des ennemis. S'il en fait 2, c'est trop tard, ça sert à rien. Hop, ça c'est une carte de mouvement, on s'en fiche. Il y a une charge suicidaire un petit peu plus puissante qui donne charge 3. Et hop. Bon, ça c'est une carte qui vous permet d'utiliser comme un bouclier un ennemi qui va prendre les attaques que vous allez subir, une attaque que vous allez prendre ce tour. Attention, cette carte là c'est bien précisé, l'ennemi qui vous est adjacent. Donc l'ennemi n'est pas forcément
la cible, le mid-shield, enfin le bouclier que vous allez utiliser n'est pas forcément l'ennemi, n'est pas forcément adjacent à l'ennemi qui attaque. Il n'y a que vous qui compte. Donc si vous êtes par exemple en ligne droite, vous êtes au milieu, il y a un ennemi qui vous attaque, bah, c'est comme si vous preniez le gars qui est derrière, puis vous le mettiez temporairement devant, il se prend le coup, etc. Sachant que vous pouvez choisir que l'attaquant s'attaque lui-même. C'est une carte très très puissante contre les boss et contre les monstres qui font des grosses attaques. Ok. Donc le brigand a quelques interruptions. C'est ici qu'on explique les règles de synergie et la règle des ombres. Mouvement prudent maximum, donc c'est-à-dire la moitié de votre mouvement. Et quand vous faites une attaque, vous sortez des ombres. Le brigand sort également des ombres après avoir réussi une attaque. Ok, l'apprenti maintenant. Notre apprenti a... bon, il ne va pas y avoir grand chose à expliquer. Il a des persistants, donc il a déjà pas mal de zones. Vous voyez, donc il doit cibler la case C. Ensuite, c'est bien écrit par exemple sur celui-là qui peut orienter le cône. Ça, c'est un truc de lave. Dans le sens qu'il désire, donc on n'est pas obligé de rester dans le sens de ce schéma là, mais ça c'est bien expliqué, je l'ai rajouté sur la carte. Ce cône peut être orienté dans n'importe quelle direction. Donc il a beaucoup de persistants. Certaines cartes, comme par exemple hop, alors attendez, excusez-moi, je dois être bigleux. Hop, voilà, celle-ci. Vous supprimez des persistants pour faire des attaques supplémentaires, pour cibler des cases supplémentaires. Voilà. C'est marqué, pour chaque persistant supprimé, cette attaque affecte une cible supplémentaire située à 2 cases maximum de la cible précédente. Donc vous allez en fait sauter de cible en cible. Vous pouvez tout à fait avec cette carte-là cibler quelqu'un si vous supprimez un premier persistant à 2 cases. Si vous supprimez un deuxième persistant, ciblez quelqu'un et recibler la même cible. Ça va faire des allers-retours entre 2 cibles. En revanche, c'est forcément une autre cible. Donc par exemple, vous ne pouvez pas cibler 3 fois la même cible avec cette chose-là. C'est toujours une attaque qui cible plusieurs cibles. Donc vous ne lancez qu'une seule fois la réserve de dés d'attaque. Très important, je vous l'ai expliqué, quand un persistant est supprimé, il est retourné. Si vous supprimez un persistant, son effet est toujours valable pour la carte que vous êtes en train de jouer. Par exemple, vous avez, je sais pas moi, une carte qui permet de celle-ci, chaque héros à portée peut relancer un des 10 une fois par tour des héros. C'est pas parce que vous le supprimez avec le carte doigt de Ya étant le boss des élémentaires, que vous allez perdre immédiatement le pouvoir. Vous gardez ce pouvoir-là le tour où vous jouez cette carte. Où vous jouez la carte doigt de Ya, vous gardez votre bonus de recherche. Un peu comme l'acolyte, l'apprenti a une arme principale qui utilise une baguette magique par exemple, qui va utiliser ça, donc que son attaque de base va utiliser. Arme, c'est une attaque arme. Voilà. Arcane est un mot-clé qui n'est influencé que par d'autres cartes. Par exemple, il a un persistant qui donne des bonus à toutes ses attaques d'arcane. Donc il est obligé d'utiliser son arme principale, donc dans sa main droite. Enfin bon, bref, celui avec l'icône épée. Son équipement qui est dans son icône bouclier est appelé un focus. Donc c'est sortilège. D'ailleurs, ceux qui ont une portée, ceux qui ont le mot-clé focus utilisent son autre carte. Il ne peut pas, comme tous les... enfin, il ne peut pas utiliser ces deux bonus, ces deux réserves de dés en même temps. Ces deux bonus de dés, bien entendu. Donc là, on explique ce que c'est qu'un persistant. Alors, le persistant, il va rester, je l'ai déjà expliqué, mais je vais le redire, il va rester au moment de virer toutes les cartes. Donc, après avoir déterminé si vous allez, de combien vous allez baisser votre menace, après avoir fait ça, vous pouvez choisir volontairement de supprimer un persistant de la liste. Si vous avez besoin de faire de la place parce que le prochain tour vous avez besoin de jouer plus de cartes ou qu'il y a un persistant qui sert à rien, voilà, vous pouvez virer tout à fait la carte. Les persistants qui restent,
Vous les décalez sur la gauche, c'est plus simple. Ça change pas grand chose, mais ça peut changer pour une des nouvelles cartes. C'est un peu particulier, mais décaler vers la gauche, c'est généralement plus simple pour savoir combien de cases il vous reste. Donc, dans cette aide de jeu, et puis on explique que les cartes qui ont le mot-clé, voilà. Certaines cartes focus permettent d'y placer un persistant. En gros, vous jouez votre persistant sur vos cartes d'action supplémentaires, enfin de base, un de vos 4 emplacements d'action. Et au moment de la phase de préparation, donc au moment de faire votre menace, de virer vos cartes, etc., vous le prenez et vous le mettez en haut. Donc ça c'est top parce que ça veut dire que c'est pas, ça vous bouffe pas un de vos emplacements d'action. Voilà. Attention, donc l'apprenti est très bon en sort de zone. Il est très très mauvais pour faire beaucoup de dégâts. Enfin, il est mauvais pour faire beaucoup de dégâts sur une cible. À part une de ses cartes qui est le chaos, hop. Il a des téléportations qui lui permettent de se déplacer un petit peu plus facilement. Et il a surtout beaucoup de bonus ou de debuffs. Il a très peu, dans le jeu de base, enfin dans le jeu de base, dans son deck de 25 cartes de base, il n'a qu'une seule interruption. Il en a un peu plus dans ses 5 cartes supplémentaires. Est-ce qu'il y a des choses? Ça c'est une téléportation, c'est pas considéré comme un mouvement. Une version verte de sa carte hop, ça c'est une des rares cartes qui lui permet de faire plusieurs dégâts à une même cible. Hop, bon il a pas mal de choses. Ça c'est quelque chose qui lui permet de réduire sa menace de beaucoup en supprimant des persistants. D'un coup il peut passer, s'il supprime 2 persistants, il perd 6 de menace. Et voilà, donc c'est pas mal. Parce que vous voyez bien que le fait d'avoir beaucoup de persistants, s'il commence à jouer 3 persistants, non seulement il peut jouer qu'une seule carte, mais en fait il va quasiment plus jamais réduire ses emplacements d'action. Donc généralement les gens jouent plutôt avec 1 ou 2 persistants et puis vous tournez quoi. Voilà. Hop. C'est tout pour l'apprenti. Maintenant, bon, je ferai ça peut-être en conclusion, mais comme vous le voyez, les personnages sont complètement différents les uns des autres. Même s'ils ont quelques cartes en commun qui sont principalement des cartes mouvement ou certaines cartes esquives peut être communes entre des monstres. Enfin, bon, bref, ils ont beaucoup de choses. Donc la particularité de l'archer. Déjà, c'est marqué tout en haut, je vous l'ai déjà expliqué, les ennemis ne bloquent pas sa ligne de vue. Donc il tire au-dessus des ennemis. Ensuite, les projectiles. Alors, il a des projectiles. Il a 2 types de cartes d'attaque. Les cartes d'attaque ayant arme en mot-clé. Vous voyez, portée arme, arme. Et les cartes ayant... Donc ça, c'est arme également. Et les cartes ayant... hop, il faut que j'en trouve, mais il y en a plein normalement. Hop. Et ben... Attendez, je suis un peu fou moi. Distance, voilà, pardon. Celle-là a le mot-clé distance. C'est pas la seule, hein. Je vous rassure, voilà, distance par exemple. Voilà. Si elle a le mot-clé arme, vous pouvez, si vous en avez un d'équipé, utiliser n'importe quel type d'arme. Ça peut être une arme avec le mot-clé distance ou une arme avec le mot-clé mêlée. Si jamais vous n'avez pas d'arme de mêlée, équipée, vous avez toujours le droit de taper à la main, c'est-à-dire avec seulement votre réserve de dés. Si jamais vous choisissez avec une attaque qui a le mot-clé arme ou que la carte a le mot-clé distance, vous êtes obligé d'utiliser une arme qui a non seulement une arme qui a le mot-clé distance, mais de consommer un projectile. Alors, dans votre paquet de cartes, vous avez des cartes avec le mot-clé projectile. Vous en avez 6 ou 7 au début de la partie. Dans votre deck de base, 6 il me semble. Donc ces cartes-là, comment elles fonctionnent? Vous devez, pendant le tour des héros, les poser dans un de vos emplacements d'action. Et pendant la phase de préparation, au lieu de les prendre et de les mettre dans la défausse, vous les prenez et vous les mettez au-dessus de votre plateau des ténèbres. Hop, en gros, vous allez de votre plateau de fiche de héros. Vous allez les jouer ici. La phase des héros va se terminer. On va passer tous. Ensuite, on met ici. Pour pouvoir utiliser une arme à distance, il faut que un de vos projectiles soit
au-dessus, ici. Ça veut dire que votre projectile est disponible, mot-clé en gras. Voilà, c'est bon, tout est expliqué sur cette carte-là. La limite de cartes, il y a une limite de cartes qu'on peut avoir disponible ici. C'est écrit sur votre carquois. Sur votre carquois, ça va être écrit parce que l'archer a... hop. L'archer a un arc et un carquois. Le carquois est équipé en... Vous voyez, dans l'emplacement secondaire. Capacité 2 points, 4 cartes projectiles. Si vous n'avez pas de carquois, même si vous n'avez pas de carquois, excusez-moi, ou de cartes qui permettent, d'équipements qui permettent de stocker des projectiles, vous pouvez toujours avoir une carte ici. Voilà. Vous ne pouvez pas en avoir plus. Donc, quand vous utilisez une arme à distance, que votre attaque soit réussie ou pas, vous prenez votre carte et vous la mettez dans votre défausse. Votre carte projectile. C'est un peu le cœur de ces mécaniques. L'archer est très 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 puissant. Il fait des gros dégâts, il peut tuer pas mal de cibles, il a pas de problème, il se met pas en danger parce qu'il n'est pas obligé de s'approcher, il tire en cloche au-dessus des autres ennemis, donc il peut, même si vous avez une marée de comment ça s'appelle, de monstres qui protègent un antre, qui sont devant l'antre et qui empêchent les guerriers au corps à corps d'approcher, et ben lui il tire en cloche et il permet de détruire un antre. C'est vraiment très puissant. Ce qui me rappelle que j'ai oublié de vous dire combien de points de vie avaient les antres, etc. Bon, j'essaierai d'y penser pendant pendant la vidéo des petits points de règle oubliés. Enfin oubliés, supplémentaires. Voilà le cœur de sa mécanique. Il a par exemple les larmes d'Orion. Les larmes d'Orion, c'est une pluie de flèches. Il va dépenser une carte. Par chaque carte projectile, il va pouvoir sélectionner une cible. Voilà. On fait un seul lancer de dés. Et d'ailleurs, dans la version actuelle de cette carte des lames d'Orion, je l'ai un petit peu mieux écrite. Parce que là, il est écrit pour chaque projectile disponible. Vous pouvez effectuer une attaque sur une cible à portée. Ça pourrait vous faire croire qu'il faut lancer un dé, chaque fois les dés par cible. C'est plutôt, il affecte une cible. Donc voilà, sur la version courante de ces cartes-là, celle qui sera imprimée dans le deuxième Kickstarter, il y a... j'ai changé cette carte-là, pour information. Je crois que pour lui, le cœur de sa mécanique est expliqué. Donc hop, je regarde un petit peu s'il n'y a pas des cartes un peu qui ont des particularités. Alors, bon là par exemple contournement, c'est une attaque, c'est une interruption qui se joue donc pendant le tour des ennemis. Vous allez les monstres, vous allez pouvoir vous jouer votre interruption n'importe quand. Donc les monstres vont se déplacer et juste avant de faire votre attaque, vous allez vous déplacer et juste avant qu'ils fassent leur attaque, vous allez vous déplacer par exemple. Et donc ça va annuler leur attaque. Si leur carte la plus particulière, la diversion. Vous allez tirer une espèce de flèche qui va, vous voyez un peu l'illustration, qui va attirer l'attention des monstres. C'est une carte qui va, vous allez placer ce pion-là sur une case vide et elle va attirer l'attention des monstres. Elle est considérée comme ayant 5 en menace, c'est écrit sous sa carte. C'est un persistant, donc si elle n'est pas tuée, elle reste là. Elle n'a que 2 points de vie. Et si vous voyez tout en haut à gauche, elle a un malus. Enfin, elle applique moins 5 au SR des ennemis. Dans ce cas-là, vu que les ennemis ils touchent sur 7+, enfin ils touchent sur X+, admettons 7+, et ben pour pouvoir le toucher lui, ça va être très facile puisqu'il va falloir appliquer moins 5 au jet pour le toucher. Ce qui veut dire que au lieu de toucher sur 7+, ils vont toucher sur 2+. Donc ils vont, ça va pas durer, il y a peu de chances qu'il attire très longtemps l'attention. En revanche, une fois qu'ils se sont déplacés, bah c'est trop tard ces monstres-là. Donc ils attaqueront pas une autre cible. Donc ça vous permet d'attirer l'attention. Ça permet également de réduire la progression des ténèbres de 2, c'est-à-dire le nombre de points d'action. Si vous êtes par exemple déjà à 0 ou à 1, bah vous ne descendez pas bien entendu en négatif.
Voilà, je pense que je vous ai... Bon, il y a à nouveau sa carte, ça explique tout sur les projectiles. Donc le cœur de l'archer, c'est... si c'est marqué distance, il faut impérativement utiliser un projectile. Si c'est marqué arme, vous pouvez soit utiliser un truc à distance et utiliser vos dés de distance pour tirer, soit utiliser vos bonus, une arme de mêlée qui serait éventuellement équipée, soit taper à la main juste avec votre dé 10 et votre dé de destin. Voilà, donc je vous l'ai dit, cette mécanique sert à un petit peu le rendre un petit peu à retard par rapport aux autres. Enfin, il doit un peu plus préparer ses actions. Voilà, mais il est quand même très fort. Il est considéré comme, enfin, je pense comme un des persos les plus forts. Oh, bon, non, j'allais dire ça, mais certaines personnes aiment un petit peu moins parce qu'il a un peu moins d'impact. L'apprenti, il a quand même un petit peu moins d'impact, en tout cas sur les gros monstres. En revanche, bah, il a des bonus qui sauvent la vie, quoi. C'est vraiment qui sauve la vie. Voilà. Je pense que je vous ai expliqué ce que j'avais à vous expliquer. Je vous retrouverai pour une autre vidéo, principalement consacrée au point de règle qui manque. Mais en revanche, là, il va falloir que je fasse un petit point pour voir... alors, non seulement ce que j'ai oublié, mais surtout les points qui rentraient pas dans les autres catégories. Et puis, juste après, je ferai une vidéo sur le mode... aventure qui décrit comment vous allez jouer dans ce mode là qui est moins défini, qui est beaucoup plus libre et donc qui peut vous perdre un petit peu au début. Voilà, à bientôt.